Salut, c'est Maxence et bienvenue dans un nouvel épisode de 24 of 24. Aujourd'hui, je te présente Cyprien, étudiant à HEC, et en 2024, il a couru un marathon par jour pendant 30 jours pour une association. Salut Cyprien. Salut Maxence. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Bah écoute, ça va super. Trop content de te recevoir. L'idée de ce podcast, tu vois, c'est de mettre en lumière des gens qui ont fait des choses en 2024. Toi, t'as une aventure assez extraordinaire en mai 2024. Est-ce que tu peux nous présenter un peu déjà qui tu es et de la mission PAMA du coup ? Je m'appelle Cyprien, je suis étudiant à HEC, j'ai 23 ans, 24 cette année en plus en 2024, donc ça tombe bien. Excellent. Et j'étais en deuxième année de césure d'HEC et j'ai eu une idée un peu folle fin d'année 2023, j'ai eu l'idée de traverser la France en courant. Ouais. Donc c'était une idée assez simple en fait, juste qui venait d'une passion très récente pour la course à pied. J'ai commencé à courir il y a 9 mois. J'ai vraiment beaucoup aimé ça et puis j'avais envie de voyager en France, juste aller découvrir les paysages français, tu vois, un peu sur cette traîne assez courante il y a des super beaux paysages en France, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde, clairement. Et la jonction des deux, je me suis dit ok, j'ai juste traversé la France en courant et c'est comme ça qu'est née la mission PAMA, PAMA pour Paris-Marseille, puisque c'est le tracé que j'ai fait, Paris-Marseille en courant. Moi, je suis curieux de savoir un peu quel a été le trigger de cette aventure. Tu vois, enfin, j'imagine que c'est un process. C'est pas genre un matin tu t'es levé, tu te dis je vais traverser la France en courant. Quelles ont été un peu les étapes là-dedans et à quel moment t'as inclus du coup une dimension associative aussi au projet avec l'envol ? Le trigger, il a été double. Si je reprends la timeline assez précisément, j'ai eu la première fois l'idée en septembre 2023. Où je me suis dit, j'en ai rêvé, enfin tu vois, je sais pas, je me suis dit ok, c'est un projet un peu fou, je commence à courir beaucoup. Je préparais un premier marathon à ce moment-là, donc j'ai commencé à courir en août, premier marathon en octobre, et j'ai cette idée-là, mais je m'auto-censure. J'en parle, je crois, à un pote qui me dit ta gueule, c'est pas possible. Okay. Je me dis ok, c'est pas possible, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et j'avance, je fais mon premier marathon, ça se passe super bien. 3h30 je crois, un peu moins. Je fais 3h24, c'est un bon temps et tout, très content. Mais je sens que le marathon c'était vraiment une excuse pour aller courir. Okay. C'est-à-dire que c'était vraiment pas une fin en soi. J'ai vraiment aimé la course, hein, mais c'était vraiment, je prenais vraiment du plaisir juste à aller faire mes 4 sorties par semaine pendant la prépa. Okay. Et donc je voulais continuer. Mais bon, cet objectif-là est fini. J'avais pris un dossard sur un semi parce que je me suis dit c'est con d'avoir commencé par un marathon. Faut faire un chrono sur semi. Donc bref, je fais un petit semi et c'est à ce moment-là, avant le semi de Boulogne en novembre, que j'ai cette idée. Enfin, elle me revient, mais comme un boomerang. Vraiment, c'est un peu cliché, hein, mais un lundi de novembre, je suis entêté, il pleut, je me fais chier, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à bosser. Je regarde par la fenêtre et là je me dis ok, c'est ça, genre j'ai un peu vraiment un moment d'illumination quoi, où je me dis c'est ça, j'ai traversé la France en courant et c'est cette idée que j'avais eue, en fait c'est la bonne, c'est ça qui va donner sens. Je précise quand même, j'avais un semestre de libre dans ma double césure, okay. Donc j'avais du temps, donc je savais que j'avais un moment de vie à exploiter aussi où je pouvais faire ça, ce qui a permis l'avènement, je pense, de cette idée là, parce que c'est sûr que si j'étais en CDI ou si je bossais de manière continue, c'était plus compliqué. Et donc là, et à ce moment là vraiment je sors une feuille canson, une petite feuille comme ça de fiches, et je note le projet, okay. Et je note les premiers trucs à faire quoi, genre, okay. Et là à l'époque c'était Lille-Marseille, mais j'ai déjà cette idée de 1000 km, okay. Je fais mes calculs, je fais 24 x 42, ça fait 1000 tourons. Donc ça ressemble déjà pas mal à ce qui va donner la mission PAMA à la fin. Et là t'inclus du coup une dimension associative à ce moment-là ou c'est un peu plus tard dans le à ce moment-là en fait je me rends pas compte. Pour l'instant c'est une idée quoi, c'est un rêve et je me dis ok, je me rends pas exactement compte de l'idée que je viens d'avoir. Ouais. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, donc je regarde le premier truc que je regarde sur internet qui l'a fait quoi. Il y a forcément des mecs qui l'ont fait, etc. Ouais. Et je tombe sur un nom qui ressort souvent. Il y a plein de gens qui ont fait ce genre de traversée en vrai, plus ou moins médiatisé. Et il y en a un qui ressort, c'était Stanislas Gruot. Ah ouais, ok, je vois très bien. Tu vois, le CEO d'Explora Project, qui l'a fait, donc lui, il doit avoir 35 ans, quelque chose comme ça, il l'a fait quand il avait 23 ans. Ok. Donc même âge que moi, etc. Tu l'as contacté ? Et donc je le contacte direct et je pars courir. Et je pars courir à ce moment-là. Okay. Je mets un podcast dans les oreilles où il raconte sa traversée de la France. Et je rentre chez moi à genre minuit et je lui envoie un DM sur LinkedIn. Hello, je veux traverser la France en courant. J'ai vu que lui, il a le record. Il a fait Lille-Nice. Bon, après, on a tous des traces différentes, donc c'est un peu. Parce qu'il courait 90 bandes par jour. Donc c'était pas le même projet. Moi, c'était un marathon seulement. Et il me répond direct. On s'appelle le lendemain. Et franchement, il m'a donné une demi-heure de son temps. Il m'a cadré complètement le projet, les idées. C'est le premier mec à qui j'en ai parlé. Pour moi, le projet était très très jeune. Et il m'a dit un truc qui m'a pas mal marqué. Il m'a déjà posé les bonnes questions, enfin les bonnes questions à me poser à moi-même, de pourquoi je fais ça, c'est quoi mon moteur, au service de quoi je le mets, est-ce que c'est que à mon service, est-ce que je vais m'en servir pour que ça ait une répercussion sur les autres, etc. Et il me dit un truc qui est très cliché, hein, mais qui a eu beaucoup de sens pour moi à ce moment-là.
j'avais eu l'idée la veille, hein, donc je disais j'aimerais bien faire ça, je verrais le truc comme ça, etc. Et il me dit juste un truc, enlève du conditionnel, pose une date, tu dis ce jour-là je suis parti, le reste c'est que des problèmes à régler sur la route, tu vois. Mais ce jour-là je pars de Lille, enfin à l'époque je pensais partir de Lille, je pars de Lille et c'est le début de ma traversée. Okay. Et dis-le, parle-en, enfin n'aie pas peur, engage-toi et enlève tout le conditionnel de tout ton vocabulaire. Okay. C'est pas j'aimerais, c'est je veux et je veux faire ça et je vais le faire. Okay. Et après on verra, il y aura 10 000 galères, tu vois, moi le projet va beaucoup évoluer depuis. Ouais. Mais donc là on est en novembre ou décembre? En novembre, et là ça m'a confirmé, et là à ce moment-là je prends la confiance et je me dis ok je vais le faire. Et je cours, tu vois, je cours 30-40 km à l'époque. Ouais. Et la deuxième chose qui m'a apporté, c'est ce truc de ok, pourquoi tu le fais? Bon, ça c'est une partie qui est plus perso, où j'ai essayé de faire un taf un peu sur moi, de comprendre ce qui me poussait à avoir cette envie là, parce que c'est pas anodin non plus. Ouais. Et la deuxième partie c'est au service de quoi est-ce que je le mets, et très vite, je pense au bout d'une semaine, je me suis rendu compte de l'énergie que ça allait me demander, en me renseignant, en regardant la préparation physique qu'il fallait faire, etc. Ouais. Je me suis rendu compte que c'est une énergie de dingue que j'allais mettre au service de ce projet. J'avais aucun doute que j'allais la mettre, parce que j'étais vraiment déjà rentré dans cet état d'esprit. Ouais. Mais je me suis rendu compte de la quantité d'énergie, quoi, que c'était un truc important. Et franchement, je me suis dit à ce moment-là, ce serait trop égoïste de mettre toute cette énergie-là juste à mon service, enfin pour mon kiff perso, mon défi perso. Donc autant que ça serve les autres. Et okay. c'est à ce moment-là que... Et tu contactes l'Envol, comment tu trouves l'Envol? Parce que du coup j'imagine que tu as plein d'associations auxquelles tu pourrais... Il y a plein d'associations en soi, il y a plein de manières de faire. En soi, tu peux faire de la sensibilisation de plein de manières, tu peux récolter des fonds par récolter des fonds, tu peux donner de la visibilité. Il y a plein de manières en soi de mettre ton énergie au service d'une cause. Moi d'abord j'ai choisi la cause des enfants malades parce que à HEC j'étais dans une asso qui s'appelait Rêve d'enfance, qui organisait des séjours, enfin des colonies de vacances aussi, et des sorties pour des enfants atteints de cancer, et j'avais adoré cette expérience au sein de cette asso, donc je voulais continuer mon engagement dans ce sens. Et donc là j'ai commencé à regarder un petit peu les assos qui existaient plutôt à Paris pour que ce soit plus simple pour moi, puisque j'étais à Paris à ce moment-là. Et j'ai parlé de ce projet-là à mon père très très tôt, et il se trouve qu'il avait un ami qui est bénévole dans cette association. Donc il y en a parlé, et son pote a dit mais attends, génial, les assos sont quand même plutôt en demande de projets comme ça quand ça peut leur être utile. Et donc lui il m'appelle tout de suite, il m'invite à déjeuner, enfin il organise un rendez-vous avec les gens de l'Envol, on se rencontre. Et ça se passe déjà très très bien, il y a un très bon feeling, je sens que c'est une équipe super cool, il y a les filles, enfin il y a que des filles dans l'équipe, il y a un mec sur 20 salariés. Okay, ouais. Mais elles sont super dynamiques, elles sont elles sont à fond, elles aiment bien le projet. Mais je dis ça, je suis en novembre, franchement j'ai rien quoi. Genre je cours 40 km par semaine, et avec du recul maintenant quand j'y pense, je me dis putain elles ont été courageuses quoi. Elles ont été courageuses d'y aller et de parler sur moi, parce que il y avait quand même beaucoup de monde où je me blessais, où ça se faisait pas. Enfin bref, j'étais un peu un guignol quoi à ce moment-là. Mais le risque qu'elle prenait, c'est quoi, l'image du coup? Non, le temps, perte de temps. Okay, juste de mettre du temps sur un projet qui aboutirait pas pour l'asso, qui apporterait pas de visibilité, pas de fonds, etc. Okay. Donc c'était plus ce temps-là, et eux c'est vraiment ça leur ressource rare. C'est le temps, parce qu'elles sont pas beaucoup, et il y a énormément de taf quoi. Donc mais à ce moment-là, je pense que le fait d'avoir eu déjà, d'être passé dans cet état d'esprit où j'avais enlevé le conditionnel, et ça se voyait je pense dans mes yeux que je savais où j'allais et que j'allais le faire quoi. J'imagine, sinon elles y seraient pas allées avec moi, et en fait c'est né comme ça. On a co-construit le projet ensemble en fait. À partir de ce moment-là, j'ai dit ok, moi je veux courir, je voulais vraiment que ce soit pour l'association que je choisirais, donc j'ai dit ok, je vais courir pour l'Envol, et l'Envol va être central dans mon projet, tu vois. Et je voulais faire plus. Donc, et la solution la plus classique dans ce type de projet, c'est tu crées un lien de collecte, et t'as une cagnotte qui est ouverte, et tu dis ok, cotiser là-dessus, etc. Moi je voulais faire plus que ça, parce que j'avais du temps, j'avais vraiment envie d'avoir cet engagement aussi, au-delà de ma seule course, etc. Et donc je suis devenu ambassadeur de l'Envol, etc. Et j'avais deux missions en tant qu'ambassadeur, c'était donner de la visibilité et récolter des fonds en l'occurrence. Et la troisième, qui était pour moi la plus essentielle, et c'est ça qui a permis la réussite des deux premières, c'était que je participais à la vie de l'association en fait. Et moi j'étais assez exigeant là-dessus. Je voulais vraiment que ça se passe, et que je prenne part aux activités de l'association et aux actions de l'association, parce que je trouve ça trop cool de s'engager pour une cause, etc. Et c'est déjà un premier step super, mais si tu te rends pas compte de ce qu'ils font vraiment sur le terrain, c'est dur de la défendre vraiment, et d'en être vraiment convaincu. Alors oui, la cause des enfants malades, on est tous convaincus, tu vois, c'est pas un truc, y a pas de débat, mais voir la qualité des actions de l'Envol sur le terrain auprès des enfants, voir comment ça change, un séjour change un enfant, ce que ça lui apporte, etc. Moi c'est un truc qui m'a
qui m'a permis d'être d'autant plus convaincu de la qualité de l'assaut et de vouloir vraiment la défendre, quoi, de vouloir tout donner et tout déchirer pour récolter des fonds pour eux, pour leur donner un maximum de visibilité, etc. Et t'as un exemple du coup de séjour que t'as fait avec eux, de trucs qui a été marquant pour toi? Avant le départ, j'ai fait des ateliers à l'hôpital. Donc ils ont 4 programmes. Le programme phare, c'est les séjours adaptés, donc c'est des colonies de vacances pour les enfants. Et ils font aussi des ateliers à l'hôpital. Donc c'est des après-midi où tu vas au chevet des enfants dans les hôpitaux. Et j'ai eu la chance de faire les deux. Et ouais, c'est marquant. Enfin, les séjours, moi j'ai passé 2 jours en séjour. Donc en tant que bénévole / participant un peu, j'avais un rôle un peu particulier parce que j'étais ambassadeur. Donc j'étais pas que encadrant. Je participais un peu aux activités avec les enfants, etc. Et puis le but c'était aussi de filmer ce séjour pour retranscrire les bienfaits des actions de l'envol dans le documentaire qui va bientôt sortir. Et pendant ces jours, c'est assez marquant. Enfin, les enfants qui assistent à ce genre de séjour et donc qui ont des maladies très variées, c'est multipathologique, donc il y a tout, franchement. Moi, ce qui m'a ultra frappé, c'est leur bienveillance entre eux. Tu peux dire que les enfants, donc ça va de 8 à 16 ans, 17 ans. Sur des tranches d'âge de 11-14 ans, c'est pas les tranches d'âge les plus faciles. Il peut y avoir un peu de... Enfin, ça peut se tirer un peu dans les pattes et là, tu vois une bienveillance entre les enfants et une maturité, en fait, qui est complètement dingue. Franchement, moi, qui m'a inspiré, mais de fou. Parce que tu te dis, enfin, parfois, t'as des enfants, j'en ai quelques-uns en tête, ils ont 8 ans, 9 ans, et en fait, ils ont une maturité qui est quand même assez folle et des qualités humaines qui sont vraiment, vraiment développées pour des enfants de cet âge-là. Et tu sens que, leur maladie est sûrement pour quelque chose et ça leur a permis d'avoir cette ouverture d'esprit, cet accueil de l'autre qui est assez fou à cet âge-là de voir, quoi. Trop bien. Si je reprends la feuille Canson du coup que tu avais sorti en essayant de cadrer un peu le projet, donc tu as essayé de trouver un peu un why, un truc qui résonne un peu en toi et pourquoi tu veux le faire, trouver une cause du coup auprès de laquelle tu as envie de mettre ce projet, et ensuite c'était quoi les autres étapes du coup? Qu'est-ce que tu fais pour te lancer? Bon, après je fais un budget, je regarde combien je vais avoir besoin pour créer le projet. On parle de combien du coup? En fait à ce moment-là le projet a beaucoup évolué en vrai par rapport à cette feuille Canson, mais à ce moment-là je me dis ok, j'ai besoin d'un van, je me dis direct que je veux un van et que je veux le faire en van, parce que je vois déjà la logistique de réserver des hôtels, etc. Je me dis trop galère. Je me dis, je cherche en 2 secondes, je vois 2000 balles pour louer un van un mois, 600 balles d'essence, 1000 balles de bouffe pour mon équipe et 3 paires de pompes, et je me dis ok, j'ai besoin de 4-5 000 balles et c'est bon, l'affaire est pliée, on est parti, quoi. Il s'avérait que c'était pas du tout le cas, et que enfin c'était et le projet aussi a pris une envergure différente à partir du moment où en réfléchissant avec il y avait 2 points. Le premier, c'est que je voulais absolument que Victor Marcadet, mon meilleur ami et réalisateur, fasse partie de ce projet. C'était la première personne que j'ai écrit son nom sur ma feuille Canson pour le coup. Donc je veux qu'il soit dans ce projet pour faire de l'image. Je savais pas trop encore quoi à ce moment-là, mais je savais que je voulais qu'il soit là, à la fois pour ses qualités de réalisation et de vidéaste, parce qu'il est excellent et très très talentueux, et aussi juste parce que c'est mon meilleur pote et qu'on avait été très proches tout l'été tous les deux, on avait beaucoup discuté, et que je pense que il m'a énormément inspiré dans la période pré-PAMA de ma vie, et donc c'était vraiment la suite logique qu'il soit là et qu'il fasse partie de cette aventure pour moi. Et donc je savais que et lui il était assez convaincu, c'est la première personne à qui je parle du projet. Je lui dis je veux que tu sois là. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, est-ce qu'on va faire des vidéos sur YouTube, est-ce qu'on va faire du Insta, enfin je savais pas du tout sous quelle forme, mais je voulais absolument qu'il soit là. Et en réfléchissant avec l'envol sur une manière de leur donner de la visibilité, et en fait avec Victor on a cette idée du documentaire, de faire un format long qui avait 2 vertus. La première, c'était de me permettre d'avoir moins de pression sur l'instantané pendant PAMA, et donc sur Instagram, donc moins avoir ce côté influenceur, tu vois, et réseau qui peut être assez lourd et qui peut demander beaucoup de travail pendant PAMA. Il se trouve qu'on l'a quand même fait à fond, parce que moi je me suis pas mal pris au jeu, j'ai bien aimé ça, j'ai appris beaucoup de choses, donc finalement je l'ai quand même fait, mais l'idée au début c'était de pouvoir alléger la charge là-dessus. Et la deuxième, c'était juste assez simplement d'avoir une belle œuvre, quoi, un beau souvenir de ce moment-là qu'on allait vivre, et un truc qui reste, et de faire quelque chose de beau qui permette de donner de la visibilité à l'association. Parce que le projet, la mission PAMA, donc le documentaire va raconter cette histoire, et dans cette histoire l'envol est prépondérante, quoi. L'asso est là depuis le début, on a fait nos actions avant le départ, et même pendant ils étaient là, quoi. Au départ ils sont là, et à l'arrivée ils sont là, et ils sont vraiment complètement acteurs de ce projet là, quoi. Donc le documentaire c'est une sorte de méli-mélo entre
donner de la visibilité à l'envol et montrer la qualité de leurs actions, voir un projet sportif et la réalisation d'un défi sportif, et puis aussi juste le voyage d'une bande de copains à travers la France dans des paysages magnifiques, tu vois. Ouais, je pense qu'on parlera des copains après. Je suis curieux d'aller un peu sur la partie sportive, qui est aussi, je pense, assez intéressante, parce que d'un point de vue préparation, il y a pas mal d'implications. Courir 24 marathons, ou je sais plus combien, mais en tout cas pas mal de marathons, c'est pour le corps, c'est assez violent, donc il y a une préparation assez importante à faire. Comment tu te prépares? Ça ressemble à quoi du coup une journée dans ta vie entre, je sais pas, genre février et mai, où j'imagine que c'est la phase la plus intense, ou janvier et mai? Ouais, c'est ça. Donc le moment où j'ai l'idée, j'ai 22 semaines pour me préparer. Je fixe une date, j'ai 22 semaines de prépa. Et à ce moment-là, je connais pas grand chose à la course à pied. Enfin, ça fait 3 mois que je cours, j'ai fait un marathon très bien, mais je connais rien à la nutrition, je connais plus, je suis à peine capable de citer tout même, donc j'essaye d'apprendre, et je fais un truc très bête. Je sors un Excel, je dis ok, je vais courir à peu près 250 km par semaine pendant PAMA. Ouais. Donc à la fin de ma prépa, j'aimerais bien être autour de 100, je crois que je mets 160. Je dis ce serait pas mal si j'arrive à ce volume-là. Je pense que avec l'effet course et l'effet, j'arriverai à faire 250 semaines. Et donc et je cours 40 km par semaine à ce moment-là. Je tire un trait de taux de croissance hebdomadaire de mon volume, pour augmenter petit à petit, pour pas faire trop de choc sur le corps. Et donc après je planifie mes séances d'entraînement par semaine, donc je fais en gros 40, 45, 50, 55, 60 par semaine, petit à petit sur les 22 semaines pour arriver à 160. Et moi je m'étais un peu arrêté là, tu vois, et je nageais une fois par semaine, et à l'origine je m'étais un peu arrêté là, et je me disais ok bon ça va le faire. Et Stan Gruot encore lui m'avait dit pendant notre call que il avait un médecin qui l'avait suivi pendant sa prépa qui était top et qui s'appelait le docteur Cascurin. Il me dit regarde s'il exerce encore, etc. Et je regarde et il exerce à l'IMSS, très tout proche de chez moi, l'Institut Médical Sport Santé, donc c'est au stade Jean-Bouin, dans les locaux du Stade Français Paris. Et genre des joueurs de rugby quoi. Et donc je me dis ok, incroyable, il faut que je trouve un médecin. Et puis je me dis, et puis en fait quand je commence à parler du projet, les premières réactions sont pas hyper positives en réalité. Autour de moi il y a beaucoup de peur quoi, enfin surtout ma famille. Les potes ça va, mais la famille il y a beaucoup de peur de la blessure. Non mais juste peur, la peur médicale, mais complètement fondée, hein. Enfin genre je suis pas un grand sportif, le projet paraît un peu fou, tu vois, donc ça fait peur à pas mal de membres de ma famille, et à juste titre. Donc je me dis ok, faut que je trouve un médecin au moins pour les rassurer, tu vois, au moins pour dire que je suis suivi. Et je me dis fais-le pour eux, et au moins toi t'étais inquiet? Non, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte, je croyais un peu en ma bonne étoile, et je me rendais pas forcément compte je trouve que la blessure, on peut avoir tendance souvent à penser qu'une blessure c'est le fait du hasard, parce que tu dis tu te fais pas une entorse tous les matins, donc oui c'est vrai que c'est ton entorse ça peut être un peu il peut y avoir un peu d'aléatoire, mais la vérité c'est que c'est un manque de préparation physique, souvent, mais parfois t'as pas de chance, mais c'est souvent un manque de préparation physique. Il faut avoir cette vision là, moi je l'avais pas du tout, donc je pensais que je me blesserais pas parce que je sais pas, parce que ça irait, que je ferais les choses progressivement et que je me renseignerais. Et bref, et du coup, donc je vois ce médecin, et donc je lui envoie un mail pour lui expliquer mon projet en disant voilà, est-ce que ça vous dit de m'accompagner sur ce projet? Il me dit oui, avec grand plaisir. Trop sympa, on s'entend hyper bien, franchement il est incroyable, et c'est un médecin du sport qui fait du sport, qui a une vraie approche. Ça je l'ai pas dit à ma famille, mais je savais que c'était un médecin pro sport. Enfin, t'as des médecins, tu vas les voir, tu leur dis je veux faire ça, ils disent non, je leur fais pas ça. Il y a pas mal de théories différentes quoi, même dans la médecine du sport, donc je savais que lui allait me dire enfin il en a vu 10 000 déjà des mecs comme moi, j'étais pas le premier qui voyait. Je lui ai raconté mon truc, ça l'a pas impressionné 2 secondes, il a dit ok tu fais ça, et on se revoit tous les X, et tu seras prêt. Trop bien. Point barre. Enfin tu vois, il y avait pas beaucoup plus. Enfin si, il a kiffé le projet, et donc on a créé un lien, mais pas beaucoup plus que ça quoi. Et concrètement il te donne quoi comme conseil? Et la grosse différence en fait qui a fait que c'est grâce à lui que je suis parti, parce que sinon je serais même pas parti, c'est que il a dit mec, il faut que tu fasses du renforcement musculaire, parce que sinon c'est sûr que tu te pètes, tu dois te protéger en te musclant, mais tu dois pas prendre de masse. Parce que si tu commences à prendre de la masse musculaire, ça va taper sur tes articulations, et c'est pas bon quoi. Donc et c'est là qu'il m'a donné un programme de muscu en gros à faire, qui permet de se renforcer sans prendre de masse. En 2 mots, c'est juste au lieu de faire des séries à la salle, tu fais une série de chaque exercice jusqu'à l'échec. Voilà. Et c'est un truc qui te permet de pas prendre de masse, mais de te renforcer quand même. Et ça je l'aurais jamais fait. La salle c'était l'opposé des raisons pour lesquelles je cours, et c'est l'opposé de ce que j'aime dans la course quoi. Moi j'aime bien courir pour aller mettre la tête dehors et être un petit oiseau qui vole quoi, et aller mettre au déjeuner dans des salles en sous-sol, tu vois, j'avais un peu de mal au début, mais je l'ai fait en vrai, j'ai eu même pris goût en vrai à la fin, et
Et c'est ça ça a joué énormément sur la prépa. Je l'ai senti même après, pendant, que si j'avais pas fait ce renfort là, ça l'aurait pas fait. C'est dur. Et il m'a accompagné aussi sur la nutrition. Parce que du coup, je suis long, désolé, mais je reviens à ta question. Une journée normale, c'était quoi quand je bossais? Donc, j'ai eu 2 mois de prépa où je bossais plus. Là, c'était en gros, je courais 6 fois par semaine, 5-6 fois par semaine. Et donc, en gros, je courais 20 km le matin. Après collation, je bossais sur le projet le reste de la journée, en gros. Et soit j'allais à la salle, soit j'allais nager le soir en fin de journée, quoi. Okay. Donc, enfin, je devais être à 10 séances de sport par semaine. Un truc comme ça. Donc, ouais, c'est engageant, ça demande beaucoup de temps. Et surtout quand je le faisais en parallèle de mon stage, où je bossais pas mal pendant mon stage, ça demandait pas mal de sacrifices. Enfin là, pour le coup, c'était un rythme de vie qui était assez effréné, et j'étais très content de finir mon stage aussi. Pour être full time dessus, quoi. Pour être full time dessus, parce que j'avançais pas aussi vite que je le voulais, parce que j'avais pas le temps, tout simplement. Et aussi pour garder une vie sociale, garder un certain équilibre, parce que pendant mon stage, là pour le coup, j'allais courir de 5h à 7h du mat. Après, j'allais bosser. Au déjeuner, je bossais sur le projet. Le soir, je rentrais. Soit j'allais nager, ou je rebossais sur le projet. Et en fait, avec des sessions de taf de 1 demi-heure ou de 2 heures le soir max, t'avances pas très très vite, quoi. Et si t'es pas hyper actif, ce genre de projet, t'es quand même t'es un peu ton seul moteur, quoi. Enfin, si tu te bouges pas, personne va le faire à ta place, quoi. Donc, si tu mets 3 jours à reprendre un dossier à chaque fois parce que t'as du taf à côté, ça avance pas hyper vite, quoi. Et dans une phase de préparation aussi intense d'un point de vue sportif, est-ce que tu sens ton corps changer, je sais pas, évoluer, devenir plus fort? Enfin, parce que du coup, c'est assez brutal, quoi. Tu passes de courir 30 à 40 km par semaine à faire des volumes de 160 km par semaine, plus renforcement, plus nutrition, plus sommeil, j'imagine. Oui, le sommeil, c'est vrai que j'en ai même pas. Comment, enfin, c'est quoi le ressenti, du coup, toi en tant qu'athlète, quoi? En vrai, c'est assez fou. Enfin, moi j'ai ultra kiffé cette période d'un point de vue sensation, quoi. Mais même médical, enfin de santé, quoi. Je me sentais extrêmement bien dans mon corps. Enfin, et j'ai arrêté la clope, j'ai arrêté de boire. Enfin, tu vois, je buvais 2 bières par semaine, mais j'ai arrêté de mettre des trucs mauvais dans mon corps, et j'ai quand même fait énormément de bien, quoi. Tu vois, et ça, je le ressentais. Et le truc que j'ai ressenti vraiment le plus, et qui m'a fait me sentir très très bien, c'est que j'avais plus du tout de sentiment de fatigue. Tu vois, même ce petit sentiment que tu peux avoir après avoir bu 3 bières la veille, tu te réveilles, t'es un peu plus pâteux, t'es un peu dans les choux, etc. Moi, j'avais un rythme de sommeil où je me couchais à 22, je me levais à 6h. Je faisais le sport. Enfin, c'est très cadré, c'est une vie de moine, donc c'est pas très équilibré. Mais j'avais des bienfaits en fait, j'avais de la patate tout le temps, quoi. Et je pouvais pas ne pas l'avoir, parce que quand je bossais et que je devais avancer sur le projet, et même après, juste en étant full time sur le projet, plus la prépa physique, si je respectais pas ça, ces heures de sommeil, etc., c'était la blessure aussi. Parce que c'est ça le risque, quoi. C'est d'accumuler de la fatigue et de se blesser, quoi. Ce qui est très très dur. Enfin, je vois beaucoup d'amis, etc., qui font des prépas, que ce soit pour des marathons, des Ironman, et quoi que ce soit, avec beaucoup de sport en parallèle d'un taf. C'est dur, hein. Ça demande des sacrifices, et il faut en être conscient, quoi. Il faut être capable de dire non, de se coucher plus tôt, etc., si tu veux, parce que, enfin, si tu veux éviter la blessure, quoi, juste tout simplement. Donc c'était un gros rythme, si on revient aussi sur la partie un peu entrepreneuriale du projet, donc il y avait une partie don pour l'association, où t'as dû, du coup, toi, essayer de convaincre des gens de donner, à la fois des particuliers, mais aussi à la fois des entreprises. Donc curieux de revenir sur cette partie-là. Et aussi, pour toi, pendant la mission, t'avais besoin d'équipementiers sportifs potentiellement. Tu parlais de 3-4 paires de pompes au début. T'as besoin de nutrition aussi pendant cette période-là. Comment tu prépares tout ça? Comment tu vas chercher des partenaires? Et quand est-ce que tu fais tout ça, du coup? Ouais, alors du coup, donc il y a ce documentaire avec l'envol. Et donc je reviens dans le détail du montage de ce projet, parce que c'est important pour comprendre la suite. Il y a ce documentaire qui est produit par l'envol. En gros, moi j'ai convaincu l'envol que produire ce documentaire, ça allait être, c'était avantageux pour eux, parce qu'ils allaient avoir une super plateforme de visibilité, et que ce documentaire aurait un impact positif pour l'association. Ce qu'ils pouvaient accepter ou non, ce qu'ils ont accepté. Qu'est-ce que ça implique, du coup, de produire un documentaire? Et donc moi je les ai convaincus d'être producteurs du documentaire en termes de financier. Donc, mais je leur ai dit, je vais pas vous demander 1 euro, moi je vais récolter de l'argent qui va permettre de financer le documentaire. Mais je voulais pas me servir de l'envol comme juste un producteur, parce que c'est pas du tout leur objet social, quoi. Enfin, c'est juste une association qui a des enfants malades. Donc ce qu'on a dit, c'est que chaque euro que tu récoltes, il y a 50 centimes pour les enfants pour les séjours, 50 centimes pour le docu. Donc tout simplement. Donc ça, c'est la première campagne que j'ai menée. C'est une campagne de collecte de fonds auprès de mécènes. Donc ça, c'est vraiment du mécénat. C'est différent, le mécénat et le sponsoring, parce que le mécénat est éligible à des reçus fiscaux, donc à une déduction fiscale, et n'est pas éligible à une contrepartie. Enfin, c'est 10%, t'as le droit d'avoir 10% de contrepartie de ton nom, mais c'est vraiment du don, quoi.
Donc là, j'ai mené une campagne auprès de plein de mécènes différents. J'ai essayé d'activer mon réseau au max. J'ai fait pas mal de calls, tu vois, pour trouver des entreprises et les convaincre que mon projet allait leur permettre de mener une communication en gros RSE qui aurait du sens, et en essayant de leur proposer des triggers intéressants. Et le partenaire principal de la mission PAMA, c'était Synergie. Tu vois, Synergie, c'est une grosse entreprise d'intérim et de recrutement. Et ce qu'on a fait avec Synergie, qui était trop cool, c'est que c'est une boîte qui est partout en France, qui a des agences partout en France. Donc je passais dans les agences au fur et à mesure de mon itinéraire. Je faisais des arrivées, des départs, en gros, dans les agences Synergie avec les collaborateurs. Donc eux, ça leur permettait à la fois déjà de juste faire une belle action, parce qu'ils ont fait un beau don à l'envol. De un, de deux, de engager leurs collaborateurs, quoi. Genre juste de créer une actualité au sein de la boîte, il arrive, il va passer, accueillez-le bien, etc. Venez courir aussi. Enfin, je proposais aux collaborateurs de venir courir. Donc il y en a plein qui ont couru quelques kilomètres avec moi, et se fédérer autour d'un projet, quoi, tout simplement. Et Synergie, tu les contactes Synergie, cold complet. J'ai appris qu'il y avait une nouvelle directrice RSE, Brigitte, qui est adorable, et qu'elle venait d'arriver, donc je lui envoie un mail en me disant peut-être que si elle vient d'arriver, elle cherche peut-être de nouveaux projets, etc. pour voilà. Et donc je lui propose le projet, et en mettant en copie le PDG de la boîte. Je me rends pas compte, à l'époque c'est une boîte énorme, ça fait 3 milliards de revenus, c'est une boîte cotée en bourse. Je m'en rends à peine compte de la taille de la boîte à ce moment-là. Et tu lui dis, hello, j'ai ce projet-là, je cherche des partenaires. Je cherche des mécènes. Extrêmement, j'avais un mailing très très clair. J'ai besoin d'argent, votre argent il va servir à ça, ça et ça. Est-ce que vous voulez être partenaire du projet? Ça va vous apporter ça, ça et ça. Oui, non, pas de réponse. Souvent pas de réponse. Et voilà. Et elle me rappelle le lendemain en mode génial ce projet, raconte-moi et tout. Et on s'est beaucoup liés. Enfin, elle a été vraiment. Et pareil, elle m'a aussi soutenu à un moment. Ça devait être en décembre, peut-être janvier. J'avais encore pas grand chose. Et leur soutien était hyper important parce qu'il a débloqué beaucoup de choses en fait, même sur les budgets qu'on voulait atteindre avec l'envol, etc. C'était le partenaire principal, donc ils ont fait un gros don, ça a débloqué beaucoup de choses, ça a donné un peu de crédibilité au projet. Moi ça m'a beaucoup soulagé d'avoir ce soutien là, parce que ça venait déjà donner une très belle tournure à la collecte. Donc voilà, ça c'était toute la partie collecte auprès des entreprises, donc du mécénat que j'ai fait en amont, donc avant le départ, jusqu'à atteindre un certain palier qui nous permettait de financer le documentaire. Et donc en gros je devais lever 2 fois plus d'argent que le budget du documentaire. Donc tout ça pour dire que l'envol a produit le documentaire, mais le documentaire c'est pas le projet. Le documentaire il est sur la mission PAMA, mais ce n'est pas la mission PAMA, donc c'est très différent. L'envol va pas me payer des paires de baskets. Ils vont payer les cadreurs et le monteur et la location d'un drone, mais c'est pas eux qui vont payer mes paires de baskets, mes gels et mon van, tu vois. Donc sur ça fallait que je me débrouille tout seul. Et donc au début je t'avais dit que tu vois, j'avais un peu chiffré le truc à 5 000 euros. Moi j'avais un peu d'économie de stage de côté, donc je m'étais dit ok, 5 000 euros je les avais, je devais avoir 3 000 euros de côté, tu vois. Je me suis dit ok, au pire je paye tout moi-même et je me démerde, et si je pars en mode route parce que j'ai pas assez de budget, je partirai en mode route, c'est pas grave. Mais j'ai quand même cherché des sponsors parce que je me suis dit ok, en fait faut juste que j'enlève mes lignes de coûts, tu vois. Et donc j'avais vraiment deux campagnes séparées. Il y en avait une qui était purement financière auprès des mécènes, et l'autre qui était purement matérielle, où je demandais pas d'argent aux sponsors. Je demandais vraiment donc là c'était que des sponsors non pas que des sponsors running en soi, mais je voulais vraiment juste enlever toutes mes lignes de coûts de mon budget, parce que là c'était moi qui payais de ma poche, et donc ça pouvait en fait ça a chiffré très vite. C'est quoi la première ligne de coût? La première ligne de coût, la première est celle que pour le coup j'ai pas pu faire financer, c'était la ligne médicale. Tu vois, je pensais pas que ça me coûterait aussi cher. Enfin, j'ai vraiment pas été. Comme je te disais, ma famille était assez stressée par rapport à ça, donc j'ai pas épargné du tout là-dessus. Je me suis fait 2 paires de semelles orthopédiques, ça coûte 200 balles la paire. J'ai fait des tests des Formax, mes prises de sang, mais mon médecin que je consultais souvent, je payais aussi, donc ça m'a coûté assez cher en médical. Mais c'est pas grave, c'était essentiel et il fallait le faire, et en fait j'ai économisé surtout de l'argent en économisant mon corps. C'est un très bon investissement, je regrette pas du tout. Et du coup je me suis mis à chercher des sponsors, et je voulais un équipementier sportif pour mes paires de baskets, un nutrition, un sponsor nutrition pour la nutrition pendant l'effort, donc pour les barres, les gels, etc. La nutrition hors effort, parce qu'on avait un budget nourriture en fait qui était assez gros, puisqu'on était 4 dans l'équipe. Le fameux sachet de pâtes gigantesque. J'avais un sponsor pâtes, et j'avais besoin de quoi d'autre.
Un sponsor pour le van, pour m'aider à louer le van. Et parce qu'en fait c'était une ligne de coût assez importante. Et le dernier c'était un sponsor hôtel parce qu'on voulait se faire un kiff. Je courais pas le dimanche. Ok. Donc le samedi on voulait avoir un moment de repos un peu plus quali parce qu'on dormait à 4 dans le van du coup. Donc voilà. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des sponsors géniaux. Oka qui m'a suivi sur l'équipement sportif. Ouais. Et même plus que sur les baskets seulement parce qu'ils m'ont donné tout l'équipement. Short, t-shirt, chaussettes. Bob. Important. Surtout le Bob des aventuriers. J'étais très fier de porter le même Bob que Ross Cook. Qui a traversé l'Afrique. Ouais. Et c'était un peu son Bob. C'est son Bob à lui, c'est pas le mien. mais bon, c'est un peu le Bob des aventuriers au cas, quoi. Ouais. NAC sur la nutrition. NAC qui a été mon tout premier partenaire, je crois, sur le projet, et qui m'ont fait confiance hyper tôt. Donc trop sympa. Mama Shelter sur les hôtels. L'épicerie Cos à Paris qui m'a donné tout le non périssable, donc les féculents, les oléagineux, toutes les graines, et Felicetti là, qui est un de ses fournisseurs de pâtes qui est aussi rentré dans le projet du coup, mais via Cos, qui m'a envoyé je crois 37 kilos de pâtes. Il m'en reste pas mal. Et enfin Pops Campers qui est un loueur de van en Ile-de-France qui nous a fait une belle réduction sur la location du van. Ok, trop cool. Là, on a parlé pas mal de la préparation. Je propose qu'on rentre vraiment dans la mission, puisque c'est ça qui est aussi hyper important. Moi, je suis curieux que tu me racontes vraiment comment t'as vécu toi le départ au Trocadéro. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que c'est de l'appréhension? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que tu te sens prêt? Enfin, tu vois, curieux que tu nous racontes un peu ton état d'esprit et surtout comment ça se déroule, quoi. Le départ, c'était un moment assez fou parce que donc en fait sur la fin de la préparation, il y a une période de désentraînement. Qui moi a duré 3 semaines, donc pendant 3 semaine où je courais beaucoup moins. J'ai réduit le volume, j'ai fait donc 150 ma plus grosse semaine, et après j'ai fait genre 90, 60, 30. Donc 30 km c'est très peu quand tu cours 150 avant. Enfin je rongeais un peu mon frein, j'avais envie de courir, le but c'est de créer du jus, etc. Mais donc j'avais un peu, donc déjà j'avais beaucoup plus de temps, parce que mine de rien, enfin quand tu cours 150 bandes c'est 30 bandes par jour quoi quasiment, donc ça te prend du temps. J'avais plus de temps. Et en plus il y avait un peu pas un syndrome de l'imposteur, mais j'ai l'impression de plus courir et de plus savoir courir, tu vois. Donc c'était un peu bizarre et j'étais un peu stressé de la partie orga, des trucs nuls. Enfin, tu dans ce genre de moment tu fuis un peu le moment qui arrive. Enfin, moi je me suis vraiment focus sur des détails d'organisation, etc. pour que ça se passe bien. Donc j'avais un peu de stress et d'appréhension genre les 2 jours avant, tu vois. Parce que c'est le moment, et c'est ça qui a été fou et qui s'est vraiment passé au Trocadéro au moment du départ. Une des idées principales dans ce projet dont j'ai pas parlé, mais quand j'ai eu l'idée du projet, il y a une idée de dépassement de soi, défi sportif et tout, c'est hyper important, mais il y avait vraiment un truc de partage. Je voulais partager ce projet avec mes potes au début qui allaient venir, je savais que j'allais inclure des amis dans le projet, et avec les autres aussi, en fait, avec mon entourage. C'était aussi une manière un peu je sais pas, de m'affirmer, non mais de me rapprocher, quoi. Communier, le mot est fort, mais ouais, de me rapprocher, et en fait c'est fou parce que tu vois que quand tu te mets dans une dynamique comme ça, en fait les gens ont une tendance très facile à suivre, quoi. En fait, moi j'ai reçu beaucoup d'amour franchement, et beaucoup de soutien de membres de ma famille, d'amis, où c'est hyper touchant, quoi, où tu te dis en fait ils te suivent et t'es vraiment soutenu par des gens, et cette notion de partage a été hyper importante pour moi. Sauf que en fait je me suis retrouvé pendant la prépa mais tout seul, quoi. Enfin, en fait la prépa ça a été 5 mois finalement assez solitaire, parce que j'étais aidé par l'envol, on bossait avec l'envol, etc. Mais en fait j'étais le seul moteur j'étais le seul moteur de mon projet, à la fois dans la prépa physique, dans l'organisation, etc. Bah j'ai pas 4 collaborateurs, tu vois. Enfin j'étais tout seul, quoi. Donc, et ce côté solitaire il a été un peu dur par moment, tu vois, parce que tes victoires tu les célèbres seul, mes premiers partenaires, je suis là, je check ma mère, tu vois, mais en soi les gens s'en foutent un peu, enfin ils sont contents pour toi mais ils s'en foutent un peu, tu vois, personne partage vraiment ce truc, alors que toi tu sais, enfin quand tu sais que t'as galéré, etc. c'est cool. Et les victoires pareil, enfin les victoires, les défaites et dans les moments durs t'es seul aussi, un peu seul, et ce qui a fait que le Troca, je pense, ça a été vraiment un moment dont je me souviendrai toute ma vie, c'est que c'est le moment où le projet est devenu collectif et où en fait il m'appartenait plus. Il a fini de m'appartenir. En fait avant c'était mon truc, c'était moi je veux faire ça comme ça et je vois le truc comme ça, etc. À partir de ce moment-là c'était fini. Le projet était collectif, il était partagé avec mon équipe déjà, parce que mon équipe s'est réunie le matin et donc on a commencé à cette vie de ensemble, quoi, à partir de ce jour-là, mais aussi avec tout mon entourage qui était là au Troca, tous les gens qui sont venus, et où en fait ça fait un coup, quoi. Je sais pas, on était une centaine au Troca et tu te dis enfin ok, déjà mon projet il a touché assez des gens qui font un déplacement un dimanche matin pour venir courir 10, 20, 30 bornes avec moi. Déjà ça c'est extrêmement touchant, mais en plus tu sens qu'ils vivent aussi un peu, enfin pour beaucoup, tu vois, qu'ils vivent aussi le projet à travers toi, et ça j'ai trouvé ça fou de fédérer comme ça, et de voir un engouement
collectif. Enfin, au moins de mon entourage, ça m'a énormément touché. Et donc, ça a été un moment génial. Et j'ai un copain qui m'a dit la veille, on a fait un petit brief, on avait le van, donc j'avais dit, en gros, l'équipe avait amené ses affaires dans le van pour préparer le truc et tout. Ouais. Et j'étais un peu en mode genre événementiel, un peu ok, ça, faut penser à ça et tout. Et il me dit, et à la fin, enfin on finit, je donne un peu des consignes et tout. Et il me dit à la fin, il me dit juste oublie pas de kiffer demain, tu vois. Ouais. Et c'est la meilleure phrase, et j'y ai pensé toute la nuit, tu vois. Ouais. Et le lendemain, en fait, j'ai fait ok, en fait, c'est plus mon projet, c'est plus moi qui gère aussi. Ouais. Moi, maintenant, je cours, les gars. Et j'ai besoin de vous pour gérer tout le reste, parce que moi, là, je vais me concentrer sur la course et je vais revenir à l'essentiel, qui est mon corps, la santé. Est-ce que je vais réussir à courir? Et c'est ça qui était assez cool dans ce projet, c'est que il y a il y a un vrai exercice d'humilité, quoi. À chaque fois, tous les matins, okay, est-ce que je vais y arriver? Enfin, je m'envoie un marathon ce matin. Bon, il y a une routine qui se met en place, mais il y a quand même un vrai exercice d'humilité. Tu vois, tu peux pas trop prendre la confiance et te dire ok, c'est facile. On va revenir après, mais ça n'a pas été que facile pendant. Et donc, et c'est là où t'as vraiment besoin des autres, et où le fait que ce projet ait été collectif, ait été partagé, et que c'était une notion centrale, c'était essentiel. Sinon, j'aurais pas réussi. J'en suis assez persuadé. Et donc concrètement, le Trocadéro, c'est t'arrives. Il y a l'envol qui est là, enfin il y a des enfants. Il y a l'envol, il y a les salariés de l'envol, il y a quelques enfants que j'avais rencontrés au séjour, et notamment Tasnim, qu'on voit beaucoup dans le documentaire, qui est là, qui donne le départ. J'avais envie que ce soit elle qui donne le départ, parce qu'on s'était super bien entendu pendant le séjour et tout. Et donc elle est venue. Il y a plusieurs salariés bénévoles de l'envol, et puis il y a des amis de la famille, quoi. Trop bien. Donc qui sont là, prêts à donner le départ. On est tous en t-shirt de l'envol, les coureurs, les non-coureurs, et puis on part courir. On est une centaine, je crois, sur place, et on est une bonne cinquantaine à courir les premiers kilomètres. Ok. Donc voilà, on bloque la circulation, on se dit allez, on y va. On passe en plein milieu du Troca, et c'est parti, quoi. Trop bien. Et donc là, ça part. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup, l'équipe qui t'accompagne au quotidien? Alors, je crois qu'il y a eu des rotations, t'as des copains qui t'ont rejoint un peu sur le parcours. Mais genre, la core team, c'était qui? Il y avait du coup, je crois, 3 personnes. Donc on était 3. Ok, 3. Pendant le mois complet qui était là, donc il y avait moi, il y avait Victor, dont j'ai déjà parlé, qui est réalisateur du docu. Ouais. Et mon meilleur pote depuis qu'on a 10 ans. Et il y avait Théo. Théo, c'est un vidéaste parisien, enfin, même qui vient pas de Paris, mais qui est à Paris depuis peu. Et avec qui Victor avait bossé sur 2 tournages, je crois. Ils avaient fait 2 tournages ensemble, parce que Victor fait plein de tournages tout le temps. Et il me dit, et quand je parle du projet à Victor, etc., il me dit, je connais un gars super sympa qui aime bien conduire des camtars et qui est bon en vidéo. Genre, il me dit, t'es chaud, on lui en parle, etc. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'étais en mode, ok, à voir. Ouais. À voir, parce que tu savais que ça allait engagé, quoi. Enfin, c'est un mois collé serré. Tu vois, c'est un peu engagé. Ouais. Et il me dit, et puis Victor le voit, lui en parle, le mec est chaud, il dit ok, pourquoi pas, à voir, etc. Et puis même, enfin, c'est dur de convaincre, enfin, on part un mois quand même, hein, enfin, tout le monde peut pas bloquer un mois de vie, tu vois. Ouais. Et puis après, et il organise un verre tous les 3, et on prend un verre tous les 3, et je sais pas, je le sens honnêtement bien à ce moment-là. Okay. Je dis ok, j'aime bien l'énergie du mec, je le trouve très cool, très spontané, très naturel. Je dis j'aimerais bien son énergie, j'aurais pu me mentir, tu vois, à ce moment-là. On a aussi besoin de lui en soi, pour plein de choses, tu vois. Victor a pas le permis, donc on avait besoin de quelqu'un pour conduire le van. On avait besoin d'un deuxième cadreur, parce que t'es obligé d'avoir 2 cams sur si tu veux avoir une image un peu quali pour le docu, c'était essentiel. Mais j'adore l'énergie du mec au premier abord, et je dis ok, vas-y, feu. Trop bien. Et en fait, je pense que ça a été la meilleure décision, parce que ça a permis d'équilibrer les relations pendant. Parce que Victor et moi, on est extrêmement proches, on a l'habitude, on est tout le temps, enfin pas en vacances ensemble depuis qu'on a 12 piges, on se connaît par cœur, donc on peut aussi se foutre pas mal sur la gueule par moment. Et en fait, ça a grave équilibré d'avoir une troisième personne. Le fait que moi je cours, et on avait chacun des jobs très précis, enfin tu vois, moi je cours, Victor il est à la réal, Théo il fait il conduit le camion, il fait de la log, il cadre, bon il faisait tout. Théo il était exceptionnel, enfin franchement il a été complètement clé dans ce projet. Et du coup, ça a complètement équilibré la relation, et on s'est ultra bien entendu. Et si la deuxième fois que je le vois, Théo, c'est l'avant-veille pour aller chercher le camion chez le loueur. Incroyable. C'est la deuxième fois que je vois Théo dans ma vie, mais ça se passe trop bien, tu vois. Et le feeling passe, et non, il a des qualités humaines incroyables, ce mec. Et donc ça, c'était l'équipe de base. On était 3, et je voulais, en gros, j'avais une peur, c'était que, tu vois, 4 mois de proximité comme ça peut mal se passer humainement. Enfin, c'est possible qu'au bout d'un moment t'en aies marre, et que moi je sais que j'ai besoin aussi pas mal d'espace, tu vois, dans ce genre de moment. Et donc je voulais éviter ça à tout prix. Et donc il y avait 2 choses qui permettaient d'éviter ça pour moi. La première, c'était d'aller courir le matin, parce que c'est bête, j'avais quand même 5 heures d'espace le matin où j'étais assez seul. Et
et je voulais que la 4e place elle soit rotative, tu vois, que ce soit des copains différents qui viennent pour amener un vent d'air frais, pour amener quelque chose de différent, et des copains assez différents, tu vois. J'ai des copains assez sportifs qui sont venus courir pas mal, des copains pas du tout qui ont genre zéro couru et qui sont venus juste mettre l'ambiance, enfin tu vois, se marrer. D'autres copains où je savais qu'ils étaient genre assez sérieux, qui allaient être top sur la logistique, gérer l'orga, les ravitaillements, toute la logistique de la vie en van, genre vider tes eaux sales, refaire le plein d'eau, enfin bref, il y a plein de trucs à faire tout le temps. Et ça, je pense que c'était une super idée. Franchement, tous n'ont pas du tout eu le même apport, mais c'était ouf parce que ça a amené quelque chose de nouveau à chaque fois, et ça a permis d'améliorer la routine qu'on avait créée. Tu vois, on avait une routine à 3 quand même, mais ça permettait de l'améliorer sur chaque venue, et même c'était trop cool de se dire là il y a tel copain qui arrive, trop cool de le voir, ça fait plaisir, tu vois. Cool. Si on rentre vraiment dans les étapes, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être d'une étape qui a été particulièrement marquante pour toi, et peut-être à l'inverse, tu vois, une étape où c'était vraiment dur mentalement, physiquement Ouais, alors en vrai je m'en souviens quand même encore, enfin là ça fait qu'une semaine, mais je me souviens encore assez bien du étape par étape. La première semaine elle a été incroyable, ça a été tout a déroulé, genre c'était laser, vraiment j'avais l'impression que c'était facile, enfin mon corps allait bien, s'adapter pas mal, je sentais que ça tirait un peu, t'as 3-4 jours au début d'adaptation un peu musculaire où je sentais que les muscles tirent un peu, mais c'est vraiment rien de grave, enfin tu sens que c'est une adaptation et que ça prend un peu de temps, mais ça déroule quoi. C'est pas les plus beaux paysages, la sortie de Paris, etc., c'est pas forcément les plus beaux paysages, mais ça se passe hyper bien, et je pense que c'est le moment le plus marquant. Après c'est la 2e semaine où donc on prend tous un peu confiance, je pense, dans l'équipe, parce que ça roule. Roule quoi, en fait ça roule super bien. Il y a Armand, le premier copain qui est venu toute la première semaine, il est au top du top, il fait des ravitaux, il est à fond, il court avec moi, il est génial, il met une ambiance de fou, incroyable, et donc tout déroule quoi, et on prend la confiance, et je pense, et moi le premier je prends la confiance quoi, je me dis pas mal, ça va être facile, et je me disais, j'avais un peu une idée, je me disais ça se trouve ça va être facile, tu vois, c'est possible. Je me disais c'est possible si tu t'es bien préparé, etc. Et bref, et sauf que il se trouve que cette semaine là je suis allé un peu trop vite. En gros t'as des zones de fréquence cardiaque, je sais pas, tu vois, mon médecin m'a dit tu restes en zone 1, tu sors pas de ta zone 1, et la zone 1 c'est une zone d'échauffement, hein, donc c'est très très bas, donc c'est très lent. Et là où j'ai été un peu con, c'est que pendant la prépa je me suis entraîné en zone 2 mais jamais en zone 1, donc j'avais pas la gestuelle, enfin c'est autre chose, tu vois. Si je te parle d'allure, c'est moi ma prépa j'ai fait en 5,45, 6 je crois à peu près. Zone 1 c'est plutôt 6,45, 7, tu vois. Pour moi en tout cas. Et donc c'est autre chose quoi, et puis je me dis allez on s'en fout, je me sens super bien et tout. On avance. Je cours en 6,30 les 2 premières étapes, puis après je cours en 6,15, je finis la semaine en 6 du kill, tu vois, je fais des marathons en 6 du kill. Bah mine de rien ça tape, et en fait sur le moment tu le sens pas trop, mais ça tape au contre-coup. Et je reviens sur ce que je disais sur la prépa et le renfort musculaire, parce que je pense que ça vient un peu de là. Je m'étais super bien renforcé de toute la chaîne musculaire des jambes, sauf les mollets. Je pense que j'ai moins travaillé les mollets, je sais pas pourquoi. Et ça lâche fin de première semaine, je sens que les 10 derniers kilomètres de la première semaine, je sens qu'il y a un truc. Moi je finis ma semaine, samedi j'ai mon jour de repos le lendemain. Le lundi de la 2e semaine, rien. Étape horrible, en plus il pleut des cordes et tout, mais je sens rien, donc je me dis ok c'est passé. Douleur, il y en a beaucoup des douleurs fantômes, donc faut pas s'exciter à la première douleur, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui passent. Et le mardi bah c'est là en plus où, comme un débile, je cours en 6 le marathon, en 6 minutes du kill, et là je sens qu'il y a un truc qui s'est passé. Je sens qu'il y a un truc qui s'est passé, mais j'arrive à finir, je suis chaud, je finis, mais je sens que il y a une grosse raideur sur le mollet gauche. Et le mercredi c'est horrible, c'est l'enfer. Et c'est l'étape qui m'a le plus marqué, c'est Tournu-Mâcon, l'étape la plus facile sur le papier. J'ai 33 km, donc c'est une des plus courtes, où je suis le Rhône. C'est complètement déroulant, il y a pas un mètre de dénivelé positif, c'est que de la voie verte. Je suis vraiment les pistes cyclables au bord du Rhône. Il fait beau, la vie est belle, papier, genre vraiment la vie est belle. Et ça a été la plus dure de toutes. J'ai une jambe de bois à gauche, et il se trouve que j'avais une inflammation à la jonction entre le mollet et le tendon à gauche, et là j'ai douillé, j'ai vraiment douillé, c'était dur, mais donc j'avais pas commencé de traitement, rien, j'appréhendais un peu cette nouvelle information qui me faisait pas mal flipper, parce que je me disais là j'ai commencé à envisager d'autres options quoi, tu vois, je vais arriver à Marseille c'est sûr, mais comment quoi, genre est-ce que je vais tenir. Je commence à me dire putain, est-ce que je suis en train de niquer mon corps et tout, c'était bête et tout, enfin bref. T'en parlais au docteur à ce moment-là ou le soir, avant non, le soir même j'envoie un message à mon médecin en mode douleur 5/10, inflammation confirmée, qu'est-ce que je fais quoi. Il me dit anti-inflammatoire,
tu masses, gel cryo et échauffe bien le matin avant de partir, pour que le mollet soit chaud et que tu douilles pas trop pendant, quoi. Et là, le moral à ce moment-là? Et évidemment, c'est au même moment, le jour de donc l'étape où je suis en 6 du kill, c'était Mercurey Tournu. Je vais trop vite, etc. Je me perds pendant cette étape et c'est le moment où c'est la journée où tout est parti en couille. La pompe à eau du Van lâche. Les gars, enfin, on se trompe d'endroit sur un ravito. Enfin bref, il y a des petits détails. Hein, ça peut paraître con comme ça, mais je sens l'accumulation. Non, mais c'est des petits détails, mais je sens que moi le premier, je me suis un peu relâché parce que je pense que j'ai un peu trop pris la confiance. Du coup, on s'est tous un peu relâchés, genre en mode c'est cool. Et bim, on se prend un retour de bâton, mais direct, sans pompe à eau. Enfin, on n'avance plus. Enfin, si tu peux pas te doucher, tu peux pas bouffer et tout, c'est quand même compliqué. Et mon corps qui lâche le même jour, quoi. Donc là, un peu panique. Et cette étape bon, on le verra dans le documentaire. Cette étape de Tournu-Mâcon, la veille, je m'énerve un peu. Enfin, après ce truc, je suis en mode ok, là, j'ai peur, tu vois, j'ai peur que le projet s'arrête. Franchement, j'ai peur. Je me dis ok, enfin, je sais pas comment on va faire pour continuer. Donc je dis aux gars, ok, on va tous souffler un coup. Il se trouve qu'en plus, moi, il y avait du monde à l'arrivée qui était là, de la famille. Ma mère était venue. On dormait chez des amis de ma mère, etc. Et je dis ok, à ce moment-là. Demain je vais faire l'étape tout seul. J'avais besoin, je sais pas, j'ai un peu besoin d'aller me confronter seul. Je savais que j'avais mal, je savais que j'allais douiller, quoi. Et je fais l'étape tout seul, pas de ravitaillement. Vous dormez plus, parce qu'en vrai ils étaient sur le même rythme que moi, mais tu vois le rythme, enfin on se levait à 6h tous les matins, c'était fatigant. J'ai dit dormez les gars, demain matin moi je pars courir et vous allez régler le problème de la pompe à eau. On se retrouve demain après-midi à Mâcon. Avec une pompe à eau neuve et une jambe neuve et après on avance et on reprend les bonnes habitudes, quoi. Mais donc un peu une journée de on se purge, quoi, tu vois. Et là meilleure réaction, tu vois, et c'est là où j'ai senti que c'était vraiment pas moi qui allais à Marseille, mais c'était nous, quoi. Enfin on avance ensemble. Ils se sont réveillés à la même heure, ils m'ont fait un ravito, ils ont réglé le problème de la pompe à eau en même temps. Enfin tu vois, et tout le monde s'est réveillé en mode ok, on va le faire, on va y aller. Et j'ai commencé à me soigner à partir de après cette étape là qui était vraiment dure. Là j'ai commencé à prendre des anti-inflammatoires, j'ai commencé à me masser beaucoup, à faire très attention, et la douleur s'est estompée. C'est le moment où j'ai le plus douillé, tu vois. Et après elle était là, mais elle était supportable et tu t'habitues pas mal à la douleur. Et peut-être du coup à l'inverse, quel a été je sais pas, le départ ou l'étape la plus belle, ou juste tu t'es dit c'est exceptionnel ce que je vis? Il y en a eu deux. Il y en a une qui est nulle, c'est la fin de deuxième étape. C'est pas beau, je suis sur une départementale, j'ai 24 km tout droit de départementale. Et c'est le premier moment où je cours seul, en fait, parce que toute la première étape j'ai été accompagné. Le début de la deuxième, il y a un départ avec Synergie et il y a Armand qui vient courir genre 15 bornes avec moi. Donc je fais les 50 premiers kilomètres en gros de Pama, je les fais accompagner. Là je me retrouve seul, et à la fin de l'étape, c'était une étape longue en plus, c'était genre 45 km. Et là je me dis ok, je suis dedans là. Et là j'ai eu un sentiment de ok, j'ai eu les frissons un peu encore, tu vois, la petite décharge de dopamine là sur la fin de ok, j'ai fait cette étape, et j'avais vraiment la sensation d'aller vers Marseille, tu vois. Incroyable. Et c'était nouveau. Enfin tu vois, je courais sur des grands tout droits, je rentrais pas chez moi. J'ai compris, quoi. À ce moment-là, le départ, il y a encore beaucoup d'effervescence et de bruit partout, tu vois. Là je me suis dit ok, je vais à Marseille, ça c'était fou. Et l'autre étape que j'ai genre juste de kiff, de sortie, quoi, de belles sorties, c'est dans les Alpilles. C'était, je passais par les Baux de Provence, j'allais à Saint-Rémy, c'était Arles-Saint-Rémy. Et Arles-Saint-Rémy, et je dépasse les Baux de Provence, j'avais une trace qui était un peu sur la route, etc. Et là je vois un chemin dans les Alpilles, dans les montagnes, je me dis allez Nick, on s'en fout l'itinéraire, kiff, c'était la fin, il me restait 3 étapes, je savais que j'allais, enfin là c'était bon, tu vois. Je pouvais me permettre de faire un peu plus, de taper un peu plus, et là je mets du rythme, truc débile, en vrai j'ai subi le lendemain, mais juste sur le moment j'étais genre en plein milieu des Alpilles, c'est magnifique, je mets du rythme, je me sens bien, j'accélère, je sors de ma trace puis je ressors de l'autre trace, enfin tu vois, je fais genre je cours vraiment à la sensation, tu vois, et j'ai vraiment ce truc instantané de je vis ma sortie à fond, et je suis pas en train de faire une étape de Pama, tu vois. Parce qu'il y avait un peu ce truc, et c'était vraiment ce que j'étais allé chercher aussi dans les Alpilles. J'ai changé mon itinéraire dernière minute parce que je voulais retrouver ça, cette je sais pas comment dire, cette envie d'exploration, quoi. Cette naïveté en fait dans le fait d'aller courir, quoi. Genre juste aller courir pour voir des trucs, et genre lever la tête et dire ah je vais à gauche, c'est joli à gauche, on va à droite, on va choisir sur le moment. Alors que là c'était quand même très j'avais ma routine, mon truc, j'ai ma trace, c'était très précis dans le contrôle. J'ai envie de retrouver, c'est ça, il y a beaucoup de contrôle, et à la fin j'étais en mode ok mec, c'est bon, tu vas là, a priori, enfin tu vois, j'ai fini à Avignon, à Orange la 3e semaine. Orange-Marseille, t'as 100 km si tu le fais en direct. J'ai fait un petit détour, mais je me suis dit ok, là c'est bon, c'est vraiment l'heure de kiffer. T'as fait le plus dur est derrière, donc maintenant profite de chaque kilomètre. Il fait beau, surtout alors que j'ai eu une météo de chien pendant la plupart de Pama, donc
Je dis ok, c'est bon. On a parlé un peu du coup des paysages, des choses que tu as trouvé magnifiques. Je trouve qu'il y a aussi une dimension rencontre dans ton projet, quand on voit un peu je sais pas, ton compte Instagram duquel je me suis pas mal nourri pour préparer cette interview, mais on voit que tu pars à un moment d'une caserne à Valence. Je crois que tu discutes avec une dame qui a un petit fils ou une petite fille qui est malade. Est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, d'une rencontre qui t'a marqué sur le trajet, qui était pas du tout prévu, quoi? Ouais, bah cette notion là elle était aussi à l'origine de Pama. C'était vraiment, enfin dans le partage, je mettais la rencontre, et vraiment de rencontrer des gens. Au début même, l'idée c'était un peu genre, je me disais, je vais aller faire le tour des PMU, tu vois. Enfin, je vais aller dans les villages, je vais aller me poser au PMU, rencontrer des gens. Dans les faits, si je suis honnête, on en voit dans le docu, il y en a pas mal. Dans les faits, ça a été la partie la moins réussie pour moi. Dans mon équipe a eu carrément cette partie-là, tu vois, de rencontre, parce que en fait, eux géraient la logistique, donc on avait besoin de plein de trucs. On avait fait exprès de pas gérer des problèmes en amont. Enfin, plus précisément juste l'eau, l'électricité. On savait qu'on allait en manquer. Parce qu'on avait un réservoir de 100 litres d'eau, mais c'est pas énorme quand t'es à 4 à prendre des douches et faire la bouffe, la vaisselle, etc. Et l'électricité, on avait un panneau solaire sur le van qui permet de recharger ton iPhone, et t'as des trucs, mais on avait 4 cams, un drone, une GoPro, nos ordis pour monter, enfin bref, on n'avait pas assez d'électricité. Donc on savait que ça allait être des trucs qui allaient nous pousser à aller chez les gens, à aller demander aux gens, à aller rencontrer des gens. Et ça, mon équipe l'a grave vécu, parce que c'était eux qui géraient vraiment la logistique. Moi, il s'avère qu'en vrai, j'étais quand même assez quand je courais pas, j'étais en récup, et la récup ça prend beaucoup de temps, et la vraie performance de Pama, c'est pas le fait d'aller courir le matin, c'était le fait de bien récupérer et de revenir à 100% le lendemain, quoi. Et en fait ça prend beaucoup de temps, donc je faisais la sieste l'après-midi, je m'automassais beaucoup, j'avais mes bottes de compression, enfin ça me prenait beaucoup de temps, donc j'ai été moins disponible pour ça je le regrette pas mal. Tu vois, si c'était à refaire pour mettre en avant cette partie rencontre, je ferais plutôt 25-30 km par jour. Ça permettrait d'avoir plus de temps. Et là, en fait, c'était quand même assez timé, mine de rien. Enfin, on n'avait pas énormément de temps libre pour rencontrer plein de gens. Mais il y a quand même eu des rencontres exceptionnelles. Il y a eu la caserne de pompiers d'Avignon. Ouais, ça, c'était fou. Fantastique. Julien, que je salue, qui m'envoie un message sur Insta en me disant mec, j'habite à Valence, je suis pompier à Avignon, tu passes dans les deux, viens, on fait un truc à un moment. Incroyable. Et donc, il me dit on fait un départ si tu veux avec les pompiers, on est prêt à t'accueillir et tout. Et je dis trop chaud, etc. Il me dit tu dors où à Avignon le soir? Je dis je sais pas, on va trouver un spot et tout. Viens mettre ton camion à la caserne. Et du coup en fait on est arrivé à 17h à la caserne la veille, et on a rencontré toute leur équipe, enfin toute l'équipe qui était de garde à ce moment-là. Et c'était ouf, tu vois. Enfin, on était dans leur foyer. On a eu beaucoup de chance, tu vois, de vivre ça, à découvrir ce métier où ils nous ont montré tous les camions et les trucs, tu vois, quand t'es gosse. Et le départ le lendemain matin avec la grande échelle, les gyros et tout, truc de malade, quoi. Et énormément de chance, parce que franchement les casernes de pompiers, enfin c'est pas facile d'y rentrer. Énormément de chance de voir ça, et puis on a découvert un métier, quoi. C'est fascinant, leur engagement il est fascinant. C'est des vies qui sont pas faciles, enfin c'est quand même un vrai service, quoi. C'est un vrai métier de service pour les autres, quoi. Donc c'était génial de pouvoir découvrir ça, on a appris énormément. Et après plein de rencontres, donc ça c'est très ça sort du lot, parce que c'est assez hors du commun de pouvoir faire ça, mais plein de rencontres de gens le long de la route. Je voulais que le van ressemble à quelque chose, justement pour créer ces rencontres là, et pour attiser la curiosité des gens. Et ça a pas loupé. Enfin, en tout cas, on venait beaucoup nous voir, ce qui était hyper cool, et notamment plein de gens qui étaient plus ou moins touchés par le projet, tu vois. J'ai le souvenir juste avant Lyon, un ravitaillement avec un vieux monsieur qui me raconte tous ses périples, lui, qu'il a fait en courant, et qui m'a donné une pièce de 2 € pour l'envol, tu vois. Incroyable. Trop sympa. On a récolté pas mal de petites pièces comme ça, tu vois, de gens qui sur le chemin, qui voient le truc. Il y a eu cette dame à Valence qui était ultra touchante, qu'on verra sûrement dans le documentaire, je pense, mais un moment extrêmement touchant, et enfin qui je sais pas, qui voit ce projet pour les enfants malades, qui est là un petit-fils qui était atteint d'un cancer, et qui, je sais pas, qui a un moment qui fout en larmes un peu devant nous, de soulagement, juste de trop bien, enfin merci de faire ça, et genre je suis pas toute seule dans la gare à penser à ce problème là, quoi. Et c'était hyper émouvant, genre franchement, ça arrivait beaucoup en vrai que des gens viennent, donc et c'était plein de gens de l'équipe qui parlaient avec eux, c'est pas tout le temps moi, etc. Là c'était franchement c'était Théo qui parlait avec elle au début. Je me souviens, moi j'étais dans le van, j'ai écouté parler, j'étais en train de bosser sur genre la trace du lendemain, et je suis sorti en mode, enfin c'était un moment assez fou de voir cette dame touchée à ce point-là par ce projet. Ça donne beaucoup de baume au cœur et beaucoup de courage pour la suite, quoi. Tu parlais du fait que du coup Julien, ça qui est pompier, t'as contacté sur les réseaux. Je pense qu'il y a une dimension assez intéressante aussi dans le projet, qui est comment t'as orienté la communication et quelles ont été les répercussions de ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de
un peu ta vision là-dessus, de la création de contenu autour du projet. Ouais. Et la création de contenu pendant le projet aussi, qui a été un bon moyen, tu vois, de créer de l'immersion aussi dans la mission. Ouais, complètement. Ouais. C'était pas prévu, genre vraiment la création de contenu. Enfin, faut savoir, on a fait, si tu regardes mon Insta, t'as la première vidéo d'annonce du projet qui t'a fait. Là, on a fait genre 2 demi-journées de tournage avec Victor justement. Ouais. Bon, lui c'est son métier, il fait ça très bien. Ouais. On a fait cette vidéo, on voulait faire un truc propre, fallait que ça tabasse, tu vois, fallait que le truc. Mais en fait, on part de là et je publie ça, j'ai rien en stock. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Le lendemain matin, je me retrouve, je vais parcourir, je fais une story. Enfin, j'avais pas du tout de strat vraiment ou de. Ouais, de vision sur comment t'allais. Ouais, je savais pas en fait. Et en fait, à ce moment-là, Victor me dit, mec, je peux t'aider, etc. Mais lui, son taf c'était le docu. Donc, il était vraiment dans le projet pour le documentaire. Bon, il se trouve qu'il fait beaucoup de réseaux à côté dans son taf, donc il pouvait m'aider, mais je voulais pas non plus trop le solliciter. Et puis, avant le projet, en fait, il avait autre chose à foutre. Il avait plein d'autres projets. Il bosse sur plein de trucs en même temps. Donc je me dis, et puis moi je me dis, ok, j'ai envie de me prêter au jeu, tu vois. Et je mettais, en gros, sur mes slides de trucs de com, j'avais mis genre 2-3 reels par semaine en prévision. Il m'a dit, mec, c'est beaucoup, genre, parce que lui, ses reels sont très taffés, tu vois. Lui, ça prend beaucoup de temps de faire un reel. Et puis je me dis, ok, bon, je vais essayer, tu vois. Et j'ai essayé de monter des trucs en discutant dans mon téléphone quand j'allais courir. Au début, c'était très laborieux. Je faisais 14 prises. Je me retrouvais à faire 10 km en fait, où j'avais passé 10 km devant mon tel, tu vois. J'ai essayé de faire un truc. J'ai dit, ok, ça va pas. Après, j'ai dit, mec, juste raconte le projet comme tu le vis et la prépa comme tu la vis. C'était le moment en plus où j'avais fini mon stage, donc j'avais du temps pour faire un peu de montage. Et moi, ça m'amusait d'apprendre à monter, d'essayer de faire des trucs qui parlent un peu aux gens, etc. Et donc j'ai commencé à vraiment comme ça, très innocemment, quoi, si je puis dire. Ouais. Et avec très peu d'images, tu vois. Enfin, on avait 2 demi-journées de tournage de Victor qui étaient avec des images un peu quali, sinon c'était mon iPhone où j'essayais de prendre en vidéo ce que je faisais. Et donc j'ai fait ça pendant toute la prépa, où là il y a eu pas mal ça a pas mal marché pendant la prépa, etc. Mais c'était encore un cercle assez proche. Enfin, tu vois, ça commençait, je sais pas trop combien j'avais d'abonnés à ce moment-là, mais ça restait cercle assez proche. Et puis moi j'aimais bien partager le truc, c'était un bon exercice. Mais je savais que pendant PAMA ça allait être compliqué de regarder ce rythme-là de publication. Enfin, que juste courir, récupérer, en fait, ça me faisait une journée, quoi. Ouais. Donc ça allait être compliqué. Et on convient avec Théo, et puis j'en parle avec Théo, il me dit, mec, enfin, eux ils étaient là pour le docu de base, il me dit, attends, t'as 2 mecs de vidéastes avec toi, tu vas pas monter des reels après avoir couru 42 bornes, tu vois, ça n'a pas trop de sens, et c'est juste pas viable, quoi. Et Théo est monteur à l'origine de formation, et donc on convient en gros avec Théo je fais les reels, je fais la com, je fais tu fais le contenu, rush, quoi, en gros, mais Théo monte tout, pendant PAMA, et ça a super bien marché, en fait. Du coup, après on a pris ce rythme là pendant PAMA où on essayait d'avoir nos idées ensemble, et moi je faisais mes trucs en courant, et puis c'était Théo qui montait. Et en fait j'ai un peu pensé le truc à ce moment là, enfin ce serait un peu faux de le dire que je l'ai pensé a priori, mais a posteriori en fait c'était un peu une série finalement qu'on a proposé sur un format vertical, tu vois, où t'avais ton épisode tous les jours en story de l'étape du jour du live, t'avais les récaps qui sont un peu le best-of, tu vois, on faisait un race tous les 100 km, donc on a fait 9, tu vois, ou 10 avec le départ, donc ça c'est ton récap et c'est le best-of. Et il y avait le making of avec les coulisses de Michel qui était le format, Michel c'était le nom du van, et c'était le format un peu plus chill qu'on faisait, et franchement tout nous faisait trop marrer, et je pense que ça se sentait, c'est pour ça que ça a un peu marché, c'est que les gens sentaient qu'il y a une bonne ambiance, qu'on se marrait bien, c'était hyper authentique, et tu vois enfin j'en sais rien, moi je connais rien à l'algo d'Insta, mais tout ce que je sais, c'est que le Reels qui a le mieux marché de tout le compte, c'est celui où il y a aucun montage, aucune musique derrière, qui était pas prévu du tout, et qu'on a fait comme ça sur un moment. On a dit vas-y, ouvre la porte. Enfin, j'avais réfléchi à un truc en courant, je dis à Victor vas-y, prends le tel, ouvre la porte, filme, je vais raconter un truc, et c'est le truc où je présente l'équipe, Armand et tout, et qui a grave bien marché, et où en fait il y a rien, tu vois, c'est le truc le plus simple possible, il fait plus d'1 minute, enfin il respecte pas du tout les codes, et en fait je pense que c'est un peu ça qui marche entre guillemets, c'est l'authenticité et le fait enfin tu as dit de donner de l'immersion aux gens qui se sentent partie du projet. J'ai reçu beaucoup de messages franchement hyper touchants sur la com c'était cool à suivre, fin de la saison. Je peux l'attester, c'était très très cool à suivre. Peut-être si on avance un peu, on a parlé pas mal du départ, curieux que tu nous racontes l'arrivée, quoi, comment ça se passe, donc pareil, dans quel état d'esprit t'es du coup après toutes ces journées à courir, et comment tu le vis, l'arrivée à Marseille. L'arrivée à Marseille, écoute, c'était particulier comme moment, parce que enfin on peut voir ça comme un moment, enfin je sais pas trop comment dire, mais
l'arrivée, elle est quand même un peu prévue. Le moment, je l'ai pensé, t'imagines bien, 250 fois dans la tête en courant. Donc je trouve que c'est des moments toujours un peu particuliers parce que c'est pas forcément extrêmement spontané. Parce que t'as déjà tellement prévu le moment, j'ai tellement pensé en courant, etc., que c'est pas hyper spontané. Mais en vrai, je me lève le matin. Ça, c'est le souvenir pour le coup là de spontanéité. Et donc, on dort chez une amie qui nous prête sa maison à côté d'Aix. Trop sympa. Elle nous ouvre les chambres, etc. Et moi, je dors. On est dans une super maison et je dors dans Michel. Je voulais faire une dernière nuit dans le van, tout seul. Tu vois, les mecs dans ma main. Mais je sais pas, j'avais besoin de faire un peu ce dernier moment. Je sentais que c'était la fin, quoi. En plus, on avait commencé à laver le van un peu la veille et tout. C'est des moments chiants. Enfin, ouais, c'est pas des moments kiffants, tu vois. Et donc je dors tout seul dans le van, etc. Je me lève le matin, comme tous les matins, je commence à faire ma routine. Et là je me dis putain, c'est la dernière, quoi. Et là je me dis et je vois le lever du soleil et tout. Et là tu vois, petit moment un peu de nostalgie. Ouais, genre c'est fini, tu vois. Mais un peu de fierté. Mais enfin non, en vrai, la fierté c'est pas du tout le sentiment qui prédominait. C'était un peu de la tristesse, quoi. Genre j'étais en mode ok, c'est la fin, c'est beau, c'est cool. On finit, on va au bout de ce truc-là et tout. Mais c'est fini, quoi. C'est la dernière fois que je me masse les pieds avec ma crème truc que je sais, et tu vois, c'était quand même un mois, c'était long. J'ai beaucoup aimé ce format d'un mois parce que t'as quand même le temps de te rendre compte de ce que t'es en train de faire, tu vois. C'est pas une semaine de potes qui va à 2000 ou très intense. T'as quand même le temps. Le format était pas mal, mais non. Et donc puis après on parcourir, puis après c'était que des moments, c'était très émouvant, quoi. J'ai ultra mal au mollet droit toute la dernière étape. Vraiment. Et je pense que ça, tu vois, c'était le mollet gauche avant, là c'est le mollet droit qui lâche. Qui lâche, le mot est gros, mais j'ai mal, quoi. J'ai une vraie douleur. Je pense qu'il y a un truc ultra mental je savais que j'arrivais. Donc j'ai laissé je me suis pas battu contre la douleur, tu vois, j'étais en mode bon, c'est fini de toute façon, là, il me reste 20 bornes, 30 bornes. Et non, il y a pas mal de gens qui sont venus courir depuis le départ de l'étape à Aix jusqu'à Marseille, plein de copains qui attendaient à l'entrée de Marseille, tu vois, qui ont fait les 6-7 derniers kilomètres avec moi, et puis toute la famille qui était là à l'arrivée, des copains. Il y avait 3 personnes de l'envol aussi qui sont venues pour l'arrivée à Marseille. Donc non, génial, un moment pas de soulagement, d'accomplissement assez ouf, et en même temps un peu de tristesse, mais j'ai pas du tout de fierté non plus à ce moment-là, parce que c'était un peu une étape de plus en fait finalement sur le moment. Bon, c'est vrai qu'il y a plus pourquoi il y a une bouteille de champagne mais non, sur le moment, je pense pas, et je pense que ça prend pas mal de temps. Tu vois, là, on est une semaine après l'arrivée. Je pense que ça prend pas mal de temps aussi pour prendre du recul et se rendre compte, parce que ça a été mon quotidien pendant un mois de courir un marathon tous les matins. Donc je me rendais pas trop compte de ce que les gens voyaient. Tu vois, genre j'ai encore du mal, je pense, à comprendre dans l'œil de l'autre sa perception de mon projet, parce que ça a été 6 mois de mon quotidien. Mais je suis pas débile, et je sais très bien que même si j'ai eu cette idée, c'est parce que il y avait ce côté hors norme et que c'est ça qui m'excite à l'origine, et j'en suis ultra conscient, tu vois. Mais je vais mettre un peu de temps, je pense, à m'en rendre compte vraiment. Et c'est quoi un peu comment tu gères l'après, parce que je me dis que c'est tellement intense, c'est tellement de préparation. Est-ce qu'après t'as toujours envie de courir, est-ce que t'as plus envie de courir du tout, et même mentalement, genre est-ce que t'as besoin d'être seul, ou est-ce que t'as besoin d'être justement avec du monde et d'en parler? C'est quoi un peu La transition était un peu brutale. Là j'ai fait, tu vois, je suis arrivé le samedi à midi à Marseille, on est rentré avec Théo, on a ramené le van à Paris, genre le dimanche, on est arrivé à 3h du mat le dimanche. Et après la vie continue, quoi. En fait c'est ça qu'il faut. Ça, en vrai, j'étais préparé, je le savais, et même sur la partie réseau, etc., qui en vrai est un sujet quand même, je savais, et je me le répétais pendant, mec, c'est éphémère, tu vois. Et c'est ça qui me décomplexait aussi beaucoup sur la partie réseau, je trouve. Tu vois, tu peux être amené à être critiqué si tu postes, tu vois les mecs sur LinkedIn qui postent beaucoup, etc. Ça peut amener pas mal de critiques, ou en tout cas de commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais en fait, c'est tellement éphémère. Moi, c'est vraiment ce que je me dis, mec, le 26 mètres, tout le monde a oublié ta gueule, et les gens passent à autre chose. Et oui, c'est cool, on a suivi, etc. Mais tu vois, faut pas s'y agripper, je pense. Tu vois, je suis vraiment en train d'essayer de lâcher le truc, genre, c'est fini, genre, c'est le passé. Faut avancer. Bon, il y a le documentaire sur lequel on travaille en ce moment, mais qui est un autre projet en soi, qui raconte ce projet, mais qui est un autre projet, qui est un autre exercice, qui est complètement différent, qui a pas les mêmes enjeux, pas les mêmes buts, mais donc je pense qu'il faut lâcher prise vraiment sur ça, accepter que c'est fini, que c'est le passé, et que c'est différent, mais le retour à la vie normale, il est brutal, parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé à Paris sous la pluie, plus grand chose à faire. Tu vois, c'est con, mais juste en termes d'agenda, quoi. Avant, je vivais à 3000, je faisais du sport tout le temps, j'avais toujours un truc à faire pour le projet. Là, je suis en vacances, j'ai plus rien, je reprends les cours en septembre, mais donc j'ai beaucoup de temps devant moi,
Mais c'est cool aussi, quoi. Je reviens sur une vie normale. Et là, tu vois, les premiers jours ont été un peu relous. Je savais pas ce que je foutais, quoi. Ouais. Je me disais, qu'est-ce que je fous là? Là, je commence à réapprécier des trucs tout con, tu vois. Okay. Juste aller boire une bière avec des copains, ce que j'ai pas fait en vrai pendant 6 mois, je l'ai très peu fait, tu vois. Ouais. Mais juste aller boire une bière en terrasse, sous la pluie, mais bon. Et non, mais faire tu vois, là, faire des trucs bêtes, regarder une série. Ouais. Enfin, c'est con, hein, mais pendant 6 mois, en fait, je l'ai très peu fait. Donc je commence à re-kiffer en fait juste la vie normale, et c'est cool d'avoir des moments de vie intenses. Je pense que j'ai vraiment pris une tranche de vie, tu vois, en 6 mois où même c'est des moments où t'as pas forcément le temps de prendre énormément de recul, même si j'essayais, etc. Mine de rien, t'es quand même très très dans le guidon. Donc c'est cool aussi d'avoir des moments un peu plus soft après, quoi. Et sur la partie sportive, je sais pas. Là, aujourd'hui, je sais pas très bon. Là, non, j'ai moins envie de courir. Enfin, si, j'ai repris le mercredi, tu vois. Je suis arrivé samedi, j'ai repris mercredi, là j'ai pas recouru, on est samedi, j'ai pas recouru, je vais aller courir là je pense après, potentiellement. Mais non, maintenant ça me paraît, 15 km là ça me paraît long, tu vois. Ah ouais, ok, marrant. Mais parce qu'il y a un truc vraiment, je trouve, on se réadapte tellement vite à un nouveau contexte. Enfin vraiment là j'ai l'impression que maintenant ma vie c'est bon, c'est Paris, boire des bières avec les copains, aller courir un coup et regarder Roland Garros. Enfin tu vois, là je suis en vacances, tu vois, mais genre je trouve on s'adapte très très vite à un nouvel environnement. Et donc mais c'est cool, enfin si j'arrive à reprendre un rythme de aller courir 3 fois 10 bornes par semaine, c'est cool et c'est sain aussi, tu vois, même, et puis même médicalement il y a un moment c'est très cool de courir beaucoup, etc., mais et quand même sur le long terme c'est pas fou, je pense. Trop bien. Mais je pense qu'on arrive un peu à la fin de cette discussion. On est fin 2024 là, quand le podcast sortira. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi pour la suite? C'est quoi un peu ce qui t'excite là sur les prochains mois, prochaines années? Et bah pour la suite, je pense que ce qu'on disait un peu avant off, mais c'est de retrouver un rêve, retrouver une passion et une direction vers laquelle aller et vers laquelle se mettre en mouvement, parce que c'est le mouvement qui a été le mien et celui des autres autour de ce projet pendant 6 mois a été juste génial et hyper m'a rendu extrêmement heureux, donc j'espère retrouver ce mouvement là et donc retrouver une direction. Trop bien. Et voilà, ça pourra prendre plein de formes différentes, on verra ce que l'avenir me réserve. Trop bien. Écoute, merci Cyprien, c'était très cool. J'espère que t'as pris plaisir aussi, et puis bon courage pour la suite. Merci Maxence.